Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 pour un nouveau voyage au bout de la nuit, une nouvelle soirée littéraire. Alors ce soir, je vais commencer la lecture d'un roman qui se nomme donc La Terre d'Émile Zola. La Terre est un roman donc publié en 1887. C'est le 15e volume de la série Les Rougon-Macquart, sans doute l'un des plus violents. Zola y dresse en effet un portrait du monde paysan de la fin du 19e siècle, âpre au gain, dévoré d'une passion pour la terre qui peut aller jusqu'au crime. Tout l'ouvrage est empreint d'une bestialité propre à choquer les lecteurs de l'époque. Les accouplements d'animaux alternant avec ceux des humains, eux-mêmes marqués par une grande précocité et par une brutalité allant fréquemment jusqu'au viol. Dès sa parution, La Terre a soulevé de violentes controverses, illustrées notamment par le Manifeste des 5, article publié dans le Figaro par 5 jeunes romanciers qui conseillaient à Zola d'aller consulter Charcot pour soigner donc ses obsessions morbide. Nous allons commencer la lecture de ce livre. N'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux #VBN ainsi que sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Et n'oubliez pas également de prendre soin de notre terre. Elle en a besoin en ce moment. Donc la terre. Première partie. Jean, ce matin-là, un semoir de toile bleue nouée sur le ventre, en tenait la poche ouverte de la main gauche et de la main droite. Tous les 3 pas. Il y prenait une poignée de blé, que d'un geste à la volée, il jetait. Ses gros souliers troués et emportaient la terre grasse, dans le balancement cadencé de son corps, tandis que, à chaque jet, au milieu de la semence blonde, toujours volante, on voyait luire les 2 galons rouges d'une veste d'ordonnance qu'il achevait d'user. Seul en avant, il marchait, l'air grandi. Et derrière, pour enfouir le grain, une herse roulait lentement, attelée de 2 chevaux, qu'un charretier poussait à longs coups de fouet réguliers, claquant au-dessus de leurs oreilles. La parcelle de terre d'une 50aine d'arts à peine, au lieu dit des Cornailles, était si peu importante que M. Hourdequin, le maître de la borderie, n'avait pas voulu y envoyer le semoir mécanique, occupé ailleurs. Jean, qui remontait la pièce du midi au nord, avait justement devant lui, à 2 kilomètres, les bâtiments de la ferme. Arrivé au bout du sillon, il leva les yeux, regarda sans voir, en soufflant 1 minute. C'étaient des murs bas, une tache brune de vieilles ardoises, perdues au seuil de la Beauce, dont la plaine, vers Chartres, s'étendait. Sous le ciel vaste, un ciel couvert de la fin d'octobre, 10 lieues de culture étalées en cette saison les terres nues, jaunes et fortes, des grands carrés de labour, qui alternaient avec les nappes vertes des luzernes et des trèfles. Et cela sans un coteau, sans un arbre, à perte de vue, se confondant, s'abaissant, derrière la ligne d'horizon, nette et ronde, comme sur une mer. Du côté de l'ouest, un petit bois bordait seul le ciel d'une bande roussie. Au milieu, une route, la route de Châteaudun à Orléans. D'une blancheur de craie, s'en allait toute droite pendant 4 lieues, déroulant le défilé géométrique des poteaux du télégraphe. Et rien d'autre que 3 ou 4 moulins de bois sur leurs pieds de charpente, les ailes immobiles. Des villages faisaient des îlots de pierre. Un clocher au loin émergeait d'un pli de terrain, sans qu'on vît l'église, dans les molles ondulations de cette terre du blé. Mais Jean se retourna et il repartit, du nord au midi, avec son balancement, la main gauche toujours tenant le semoir, la droite fouettant l'air d'un vol continu de semences.
Maintenant, il avait devant lui, tout proche, coupant la plaine ainsi qu'un fossé, les 3 vallons de l'Aigre, après lequel recommençait la Beauce, immense, jusqu'à Orléans. On ne devinait les prairies et les ombrages qu'à une ligne de grands peupliers, dont les cimes jaunies dépassaient le trou, pareil au ras des bords, à de courts buissons. Du petit village de Rognes, bâti sur la pente, quelques toitures seules étaient en vue, au pied de l'église, qui dressait en haut son clocher de pierre grise, habité par des familles de corbeaux très vieilles. Et du côté de l'est, au-delà de la vallée du Loir, où se cachait à 2 lieues Cloyes, le chef-lieu du canton, se profilaient les lointains coteaux du Perche, violâtres sous le jour ardoisé. On se trouvait là, dans l'ancien Dunois, devenu aujourd'hui l'arrondissement de Châteaudun, entre le Perche et la Beauce. Et à la lisière même de celle-ci, à cet endroit où les terres moins fertiles lui font donner le nom de Beauce pouilleuse, lorsque Jean fut au bout du champ, il s'arrêta encore, jeta un coup d'œil en bas, le long du ruisseau de l'Aigre, vif et clair, à travers les herbages, et que suivait la route de Cloyes, sillonnée ce samedi-là par les carrioles des paysans allant au marché. Puis il remonta. Et toujours, et du même pas, avec le même geste, il allait au nord, il revenait au midi, enveloppé dans la poussière vivante du grain, pendant que derrière la herse, sous les claquements du fouet, enterrait les germes, du même train doux et comme réfléchi. De longues pluies venaient de retarder les semailles d'automne. On avait encore fumé en août, et les labours étaient prêts depuis longtemps. Profonds, nettoyés, des herbes salissantes. Bons à redonner du blé, après le trèfle et l'avoine de l'assolement triennal. Aussi la peur des gelées prochaines, menaçante à la suite de ces déluges, faisait-elle se hâter les cultivateurs. Le temps s'était mis brusquement au froid, un temps couleur de suie, sans un souffle de vent, d'une lumière égale et morne sur cet océan de terre immobile. De toutes parts, on semait. Il y avait un autre semeur à gauche, à 300 mètres, un autre plus loin, vers la droite, et d'autres encore s'enfonçaient en face, dans la perspective fuyante des terrains plats. C'étaient de petites silhouettes noires, de simples traits de plus en plus minces qui se perdaient à des lieues. Mais tous avaient le geste, l'envolée de la semence, que l'on devinait comme une onde de vie autour d'eux. La plaine en prenait un frisson, jusque dans les lointains noyers, où les semeurs épars ne se voyaient plus. Jean descendait pour la dernière fois lorsqu'il aperçut venant de Rognes une grande vache rousse et blanche qu'une petite fille, une jeune fille, presque une enfant, conduisait à la corde. La petite paysanne et la bête suivaient le sentier qui longeait le vallon, au bord du plateau. Et, le dos tourné, il avait achevé l'emblave, en remontant, lorsqu'un bruit de course, au milieu de cris étranglés, lui fit de nouveau lever la tête comme il dénouait son semoir pour partir. C'était la vache emportée, galopant dans une luzernière, suivie de la fille qui s'épuisait à la retenir. Il craignit un malheur, il cria « Lâche-la donc !» Elle n'en faisait rien. Elle haletait, injuriait sa vache d'une voix de colère et d'épouvante. La Coliche, veux-tu bien? La Coliche? Ah, sale bête. Sacré rosse.
Jusque-là, courant et sautant de toute la longueur de ses petites jambes, elle avait pu la suivre. Mais elle buta, tomba une première fois, se releva pour retomber plus loin et, dès lors, la bête s'affoulant, elle fut traînée. Maintenant, elle hurlait, son corps, dans la luzerne, laissait un sillage. « Lâche-la donc, nom de Dieu !» continua à crier Jean. « Lâche-la donc !» Et il criait cela machinalement, par terreur, car il courait lui aussi, en comprenant enfin. La corde devait s'être nouée autour du poignet, serrée davantage à chaque nouvel effort. Heureusement, il coupa au travers d'un labour, arriva d'un tel galop devant la vache que celle-ci, effrayée, stupide, s'arrêta net. Déjà, il dénouait la corde. Il asseyait la fille dans l'herbe. « Tu n'as rien de cassé. » Mais elle ne s'était pas même évanouie. Elle se mit debout, se tâta, releva ses jupes jusqu'aux cuisses, tranquillement pour voir ses genoux qui la brûlaient, si essoufflés encore qu'elle ne pouvait parler. Vous voyez, c'est là. Ça me pince. Tout de même, je remue, il n'y a rien. J'ai eu peur. Sur le chemin, j'étais en bouillie. Et examinant son poignet forcé, cerclé de rouge, elle le mouilla de salive et colla ses lèvres en ajoutant, avec un grand soupir soulagé, remise. Elle n'est pas méchante, la Coliche. Seulement, depuis ce matin, elle nous fait rager, parce qu'elle est en chaleur. Je l'amène au taureau, à la borderie. À la borderie, répéta Jean. Ça se trouve bien. J'y retourne, je t'accompagne. Il continuait à la tutoyer, la traitant en gamine, tellement elle était fine encore pour ses 14 ans. Elle, le menton levé, regardant d'un air sérieux ce gros garçon châtain aux cheveux ras, à la face pleine et régulière, dont les 29 ans faisaient pour elle un vieil homme. Oh, je vous connais. Vous êtes caporal. Le menuisier qui est resté comme valet chez monsieur Hourdequin. À ce surnom que les paysans lui avaient donné, le jeune homme eut un sourire, et il la contemplait à son tour, surpris de la trouver presque femme déjà, avec sa petite gorge dure qui se formait, sa face allongée aux yeux noirs très profonds, aux lèvres épaisses, d'une chair fraîche et rose de fruits mûrissants, vêtue d'une jupe grise et d'un caraco de laine noire. La tête coiffée d'un bonnet rond, elle avait la peau très brune, hâle et dorée de soleil. Mais tu es la cadette au père Mouche, s'écria-t-il. Je ne t'avais pas reconnue, n'est-ce pas? Ta sœur était la bonne amie de Buteau, le printemps dernier, quand il travaillait avec moi à la borderie. Elle répondit simplement « Oui, moi je suis Françoise. C'est ma sœur Lise qui est allée avec le cousin Buteau et qui est grosse de 6 mois à 7 heures. Il a filé. Il est du côté d'Orgères, à la ferme de la Chamade. » C'est bien ça, conclut Jean. Je les ai vus ensemble. Et ils restèrent un instant muets, face à face, lui riant de ce qu'il avait surpris un soir, les deux amoureux derrière une meule, elle mouillant toujours son poignet meurtri, comme si l'humidité de ses lèvres en eût calmé la cuisson, pendant que, dans un champ voisin, la vache tranquille arrachait des touffes de luzerne. Le charretier et la herse s'en étaient allés, faisant un détour pour gagner la route. On entendait le croassement de 2 corbeaux qui tournoyaient d'un vol continu autour du clocher. Les 3 coups de l'Angélus tintèrent dans l'air mort. Comment
Déjà midi, s'écria Jean. Dépêchons-nous. Puis, apercevant la Coliche dans le champ, « Et ta vache fait du dégât. Si on la voyait. Attends. Bougresse, je vas te régaler. » Non, laissez, dit Françoise, qui l'arrêta. C'est à nous cette pièce. La garce, c'est chez nous qu'elle m'a culbuté. Tout le bord est à la famille, jusqu'à Rogne. Nous autres, nous allons d'ici là-bas, puis à côté, c'est à mon oncle Fouan, puis après, c'est à ma tante, la grande. En désignant les parcelles du geste, elle avait ramené la vache dans le sentier. Et ce fut seulement alors, quand elle la tint de nouveau par la corde, qu'elle songea à remercier le jeune homme. N'empêche que je vous dois une fameuse chandelle. Vous savez, merci. Merci bien de tout mon cœur. Il s'était mis à marcher. Il suivait le chemin étroit qui longeait le vallon avant de s'enfoncer dans les terres. La dernière sonnerie de l'Angélus venait de s'envoler. Les corbeaux seuls croassaient toujours, et derrière la vache tirant sur la corde, ni l'un ni l'autre ne causaient plus. Retombés dans ce silence des paysans qui font des lieues côte à côte, sans échanger un mot. À leur droite, ils eurent un regard pour un semoir mécanique, dont les chevaux tournèrent près d'eux. Le charretier leur cria « Bonjour !» Et ils répondirent « Bonjour !» du même ton grave. En bas, à leur gauche, le long de la route de Cloyes, des carrioles continuaient de filer, le marché n'ouvrant qu'à 1 heure. Elles étaient secouées durement sur leurs 2 roues, pareilles à des insectes sauteurs si rapetissaient au loin qu'on distinguait l'unique point blanc du bonnet des femmes. Voilà mon oncle Fouan, avec ma tante Rose là-bas, qui s'en vont chez le notaire, dit Françoise, les yeux sur une voiture grande comme une coque de noix, fuyant à plus de 2 kilomètres. Elle avait ce coup d'œil de matelot, cette vue longue des gens de plaine, exercée au détail, capable de reconnaître un homme ou une bête dans la petite tache remuante de leur silhouette. « Ah, oui, on m'a conté, » reprit Jean. « Alors c'est décidé, le vieux partage son bien entre sa fille et ses 2 fils. C'est décidé. Ils ont tous rendez-vous aujourd'hui chez monsieur Bailhache. » Elle regardait toujours fuir la carriole. « Nous autres, nous nous en fichons. Ça ne nous rendra ni plus gras, ni plus maigres. Seulement, il y a Buteau. Ma sœur pense qu'il l'épousera peut-être, quand il aura sa part. » Jean se mit à rire. Ce sacré Buteau. Nous étions camarades. Ah, ça ne lui coûte guère de mentir aux filles. Et il lui en faut, quand même. Et il les prend à coups de poing, lorsqu'elles ne veulent pas, par sa gentillesse. Bien sûr que c'est un cochon, déclara Françoise d'un air convaincu. On ne fait pas à une cousine la cochonnerie de la planter là, le ventre gros. Mais brusquement, saisi de colère, « Attends la Coliche, je vais te faire danser. La voilà qui recommence, elle est enragée cette bête, quand ça la tient. » D'une violente secousse, elle avait ramené la vache. À cet endroit, le chemin quittait le bord du plateau. La carriole disparut, tandis que tous deux continuèrent de marcher en plaine, n'ayant plus en face, à droite et à gauche que le déroulement sans fin des cultures. Entre les labours et les prairies artificielles, le sentier s'en allait à plat, sans un buisson, aboutissant à la ferme, qu'on aurait cru pouvoir toucher de la main et qui reculait sous le ciel de cendres.
Ils étaient retombés dans leur silence. Ils n'ouvrirent plus la bouche, comme envahis par la gravité réfléchie de cette bosse, si triste et si féconde. Lorsqu'ils arrivèrent, la grande cour, carrée de la broderie fermée de 3 côtés par les bâtiments des étables, des bergeries et des granges, était déserte. Mais tout de suite, sur le seuil de la cuisine, parut une jeune femme, petite, l'air effronté et jolie. « Quoi donc, Jean ? On ne mange pas ce matin ? » ?»« J'y vais, Madame Jacqueline. » Depuis que la fille a cogné le cantonnier de Rogne, la cognette, comme on l'a nommée, quand elle lavait la vaisselle de la ferme à 12 ans, était montée aux honneurs de servante maîtresse, elle se faisait traiter en dame, despotiquement. « Ah, c'est toi, Françoise, » reprit-elle. « Tu viens pour le taureau. Eh bien, tu attendras. Le vacher est à Cloyes, avec monsieur Hourdequin. Mais il va revenir. Bon, il devrait être ici. » Et comme Jean se décidait à entrer dans la cuisine, elle le prit par la taille, se frottant à lui d'un air de rire, sans s'inquiéter d'être vue. En amoureuse gourmande, qui ne se contentait pas du maître. Françoise, restée seule, attendit patiemment, assise sur un banc de pierre, devant la fosse à fumier qui tenait un tiers de la cour. Elle regardait sans penser une bande de poules piquant du bec et se chauffant les pattes sur cette large couche basse que le refroidissement de l'air faisait fumer d'une petite vapeur bleue. Au bout d'une demi-heure, lorsque Jean reparut, achevant une tartine de beurre, elle n'avait pas bougé. Il s'assit près d'elle et comme la vache s'agitait, se battait de sa queue en meuglant, il finit par dire « C'est ennuyeux que le vacher ne rentre pas. » La jeune fille haussa les épaules. Rien ne la pressait. Puis après un nouveau silence. « Alors, caporal, c'est Jean tout court qu'on vous nomme ? » Mais non, Jean Macquart. Et vous n'êtes pas de nos pays ? Non, je suis provençale de Plassans, une ville là-bas. Elle avait levé les yeux pour l'examiner, surprise qu'on pût être de si loin. Après Solferino, continua-t-il. Il y a 18 mois, je suis revenu d'Italie avec mon congé et c'est un camarade qui m'a amené par ici. Alors voilà, mon ancien métier de menuisier ne m'allait plus. Des histoires m'ont fait rester à la ferme. « Ah !» dit-elle simplement, sans le quitter de ses grands yeux noirs. Mais à ce moment, la Coliche prolongea son meuglement désespéré de désir. Et un souffle rauque vint de la vacherie, dont la porte était fermée. « Tiens !» cria Jean. « Ce bougre de César l'a entendu. Écoute, il cause là-dedans. Oh, il connaît son affaire, on ne peut en faire entrer une dans la cour, sans qu'il la sente et qu'il sache ce qu'on lui veut. » Puis s'interrompant, « Dis donc, le vacher a dû rester avec monsieur Hourdequin. Si tu voulais, je t'amènerai le taureau. Nous ferions bien ça, à nous deux. » « Oui, c'est une idée, » dit Françoise, qui se leva. Il ouvrit la porte de la vacherie lorsqu'il demanda encore. « Et ta bête, faut-il l'attacher ?»« L'attacher, non, 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 pas la peine. Elle est bien prête, elle ne bougera seulement point. » La porte ouverte, on aperçut sur 2 rangs aux 2 côtés de l'allée centrale les 30 vaches de la ferme, les unes couchées dans la litière, les autres broyant les betteraves de leur auge, et de l'angle
où il se trouvait, l'un des taureaux, un Hollandais, noir taché de blanc, allongeait la tête dans l'attente de sa besogne. Dès qu'il fut détaché, César lentement sortit. Mais tout de suite, il s'arrêta, comme surpris par le grand air et le grand jour. Et il resta 1 minute immobile, raidi sur les pieds, la queue nerveusement balancée, le cou enflé, le mufle tendu et flairant la coliche sans bouger. Tourné vers lui, ses gros yeux fixes, en meuglant plus bas. Alors il s'avança, se colla contre elle, posa la tête sur la croupe d'une courte et rude pression. Sa langue pendait, il écarta la queue, lécha jusqu'aux cuisses, tandis que le laissant faire, elle ne me remuait toujours pas. La peau seulement plissée d'un frisson. Jean et Françoise, gravement, les mains ballantes, attendaient. Et quand il fut prêt, César monta sur la coliche, d'un saut brusque et avec une lourdeur puissante qui ébranla le sol. Elle n'avait pas plié. Il la serrait au flanc de ses 2 jambes. Mais elle, une Cotentine de grande taille, était si haute et si large pour lui, de race moins forte, qu'il n'arrivait pas. Il le sentit, voulut se remonter inutilement. « Il est trop petit, dit Françoise. « Oui, un peu, dit Jean. Ça ne fait rien. Il entrera tout de même. » Elle hocha la tête, et César tâtonnant encore, s'épuisant, elle se décida. « Non, mais il faut l'aider. S'il entre mal, ce sera perdu, elle ne retiendra pas. » D'un air calme et attentif, comme pour une besogne, sérieuse, elle s'était avancée. Le soin qu'elle y mettait fonçait le noir de ses yeux, entr'ouvrait ses lèvres rouges dans sa face immobile. Elle dut lever le bras d'un grand geste. Elle saisit à pleine main, le membre du taureau, qu'elle redressa. Et lui, quand il se sentit au bord, ramassé dans sa force, il pénétra d'un seul tour de rein, à fond, puis il ressortit. C'était fait. Le coup de plantoir qui enfonce une graine, solide avec la fertilité impassible de la terre qu'on ensemence. La vache avait reçu, sans un mouvement, ce jet fécondant du mâle. Elle n'avait même pas frémi dans la secousse. Lui, déjà, était retombé, ébranlant de nouveau le sol. Dis donc, nous lisons de la littérature érotique animale. Françoise, ayant retiré sa main, restait le bras en l'air. Elle finit par le baisser, en disant « Ça y est ». « Et raide », répondit Jean d'un air de conviction où se mêlait un contentement de bon ouvrier pour l'ouvrage vite et bien fait. Il ne songeait pas à lâcher une de ces gaillardises dont les garçons de la ferme s'égayaient avec les filles qui amenaient ainsi leurs vaches. Cette gamine semblait trouver ça tellement simple et nécessaire qu'il n'y avait vraiment pas de quoi rire honnêtement. C'était la nature. Mais depuis un instant, Jacqueline se tenait de nouveau sur la porte. Et avec un roucoulement de gorge qui lui était familier, elle lança gaiement. « Hey, la main partout. C'est donc que ton amoureux n'a pas d'œil à ce bout-là. » Jean ayant éclaté d'un gros rire, François subitement devint toute rouge, confuse pour cacher sa gêne, tandis que César rentrait de lui-même à l'étable et que la coliche broutait un pied d'avoine poussé dans la fosse à fumier. Elle fouilla ses poches, finit par sortir son mouchoir, en dénoua la corne où elle avait serré les 40 sous de la saillie. « Tenez, voilà l'argent, dit-elle, bien le bonsoir. » Elle repartit avec sa vache et Jean, qui reprenait son semoir, la suivit en disant à Jacqueline qu'il allait au champ du poteau, selon les ordres que M. Hourdequin avait donnés pour la journée.
Voilà, c'est ainsi que se termine donc ma première partie de lecture donc de La Terre d'Émile Zola. Je vous souhaite une excellente soirée et peut-être à tout de suite pour la suite de la lecture. À tout bientôt.